Bonjour et bienvenue dans UEC en ondes. Aujourd'hui, on aborde un troisième et dernier épisode sur les violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur. Nous allons aborder ici l'importance de la recherche dans ce domaine. Nous accueillons aujourd'hui deux chercheuses. Notre première invitée est Geneviève Paquette, professeure de la faculté de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et chercheuse affiliée à la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Notre deuxième invitée est Sandrine Ritchie, chercheuse doctorale affiliée à la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Pendant l'été 2024, le gouvernement a coupé l'enquête nationale sur les violences à caractère sexuel. L'épisode ici s'inscrit dans le contexte où on veut le retour de l'enquête nationale. Ce sujet peut être sensible. Si vous avez vécu, vivez ou êtes témoin d'une situation de violence à caractère sexuel, il est important de demander de l'aide. Vous pouvez vous diriger sur info@violencesexuelles.ca ou encore sur le site onsecoute.com. Vous pouvez également vous diriger vers les ressources qui existent sur votre campus. Il va y avoir plus d'informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Geneviève, bonjour Sandrine, bien contente de vous avoir pour ce troisième épisode, donc violence à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur. On va commencer avec une petite présentation, fait que je vous demanderai à chacune de vous présenter, fait que votre travail, votre recherche. Fait qu'on peut commencer par toi Geneviève. Merci beaucoup Flora. Alors, je suis Geneviève Paquette, je suis professeure au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi chercheuse affiliée à la chaire sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Mes études touchent donc majoritairement la violence sexuelle faite aux filles, aux femmes, aux enfants présentant un handicap et aux personnes issues des minorités sexuelles et de genre. Super, merci beaucoup. Sandrine, ton tour. Bonjour, merci Flora. Alors moi, c'est Sandrine Ritchie. Je suis affiliée à la même chaire que ma collègue Geneviève Paquette. Et je suis aussi chercheuse postdoctorale à l'Université McGill. J'enseigne, je suis chargée de cours à l'UQAM, à l'Université de Montréal depuis de nombreuses années maintenant. Et je suis spécialisée sur la question des violences sexuelles dans différents contextes depuis plus de 20 ans maintenant. Je m'intéresse à ça d'un point de vue sociologique, en fait, et féministe, en termes de rapport de pouvoir, etc., et d'un point de vue aussi des mobilisations, des actions collectives, des pratiques de résistance féministes, etc. Et puis, quand je parle des rapports de pouvoir, je suis sur le genre et je suis sur l'imbrication avec d'autres systèmes de domination comme le racisme. OK. Des beaux parcours toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus c'est quoi cette chaire de recherche dont vous provenez? Oui, c'est donc une chaire de recherche qui a été fondée dans la foulée de l'implantation de la nouvelle loi qui vise à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur. La titulaire de la chaire est Manon Bergeron. Elle est professeure en sexologie à l'UQAM. Et c'est vraiment une chaire qui, au fil des années, a réussi à rassembler, je vous dirais, une large communauté de personnes chercheuses, majoritairement des femmes, qui s'intéressent à la question de la violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur. Aussi des professionnels qui sont spécialisés sur ces questions-là, des personnes étudiantes qui font leurs travaux dans le cadre de cette thématique-là. Donc, il y a énormément de projets là, actuellement, de recherche et aussi, je dirais, d'implantation de nouvelles pratiques qui sont en cours au sein de la chaire. Fait que Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur a été créée? En résumé, dans le contexte de l'automne 2013, il y a eu des circonstances qui ont fait en sorte que la problématique des initiations, des vax dans le contexte d'initiation, mais aussi des propos problématiques, qui a fait en sorte que ça a été une bougie d'allumage, en fait. Il y a des étudiantes, des membres du personnel, des profs, tout ça qui se sont mobilisés ensemble. Pour ma part, impliquée dans ces mobilisations-là, j'ai été chargée, ou je me suis auto-chargée, je me souviens plus, du volet recherche. J'ai donc travaillé avec les assos étudiantes à l'époque, mais on est au retour de la grève de 2012, là, le monde a la langue à terre. Avec
l'administration de l'UQAM, ça a été plus ou moins facile. On m'a montré des poches vides. On a fait, du côté du vice-rectorat, la vie académique, on a fait des représentations. Bon, on a réussi à goupiller un budget. On a fait l'enquête. Et ensuite, il y a eu les agressions à l'Université Laval. À cet automne 2016, c'est une période de visibilité très importante de ce qu'on a commencé à appeler la culture du viol. Et l'université est un terrain de la culture du viol qui est très mis en évidence par les recherches et dans les mobilisations. Et dans le contexte de l'automne 2016, donc, il y a eu ces agressions sexuelles dans les résidences de l'Université Laval qui ont été une autre bougie d'allumage importante pour que l'État bouge. Parce que là, il y avait un scandale auquel s'est greffée l'affaire Sklavounos, les femmes autochtones à Val-d'Or contre la police, la Sûreté du Québec. Il y a eu un contexte comme ça de controverse très important à l'automne 2016. Et l'année suivante, il y a eu MeToo. Et donc, il y a une attention croissante des instances gouvernementales, institutionnelles pour la problématique des violences sexuelles en milieu universitaire. Et des budgets ont été débloqués justement pour faire face à tout ça et mieux documenter. Il y a des gens qui avaient la volonté de comprendre en confiant des budgets pour la création d'une chaire telle que celle dirigée par Manon Bergeron. On dit oui, on veut des résultats de recherche. Il me semble que c'est ça. Donc, la chaire, elle est le fruit du travail acharné de Manon Bergeron, pour ne pas la nommer, de toutes ces dizaines de collaboratrices et de mobilisation qui, depuis 2012, mettent en évidence cette problématique-là. Et c'est qui a mis ce problème-là en évidence? Au premier chef, ce sont les étudiantes féministes qui se sont fait traiter de rabat-joie, qui se sont fait mépriser. Dans le contexte de la grève de 2012, on l'a vu, des humoristes qui se sont exprimés contre elles. Bon, bref. C'est ça le contexte de création de la chaire. C'est pas que l'État, d'un coup, le gouvernement, le ministère de l'Éducation s'est dit « Tiens, ce serait une bonne idée d'avoir une chaire ». Non, il y a du travail militant qui est engagé, il y a des mobilisations, il y a du travail de Manon Bergeron et de toutes ses équipes derrière tout ça. C'est vraiment hyper intéressant, c'est ça, c'est cette mobilisation qui a fait en sorte que la chaire voit le jour, fait que vraiment très très cool. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement un peu c'est pourquoi on parle de violence à caractère sexuel actuellement, pourquoi c'est toujours important d'en parler, fait qu'en quelques mots, selon vous? Quand on parle d'un problème social, on fait référence à la prégnance, au fait que c'est un problème dans notre société. C'est pas un nouveau problème, la violence sexuelle en milieu universitaire. C'est un problème qui est dénoncé par des étudiantes féministes depuis des décennies maintenant. On a des archives de presse qui démontrent très clairement qu'on parle déjà d'un secret bien gardé au début des années 90 par rapport à ces violences-là sur les campus. Donc, c'est un problème qui est persistant. C'est un problème qui est aussi important par rapport à sa prévalence. C'est pas des incidents de parcours. C'est pas des faits isolés. C'est un problème qui est systémique. Et c'est un problème qui est complexe et qui appelle donc des approches fines et pas des programmes à l'emporte-pièce one size fits all, je dirais, et qui demandent aussi du courage politique parce que c'est pas seulement des situations qui interviennent dans le cadre d'initiation, par exemple, entre deux étudiantes. Ça interpelle aussi les profs, qui est pour moi l'arbre qui cache la forêt, là. Oui, c'est ça. C'est un sujet qui touche tout le monde, dans le fond, que ce soit milieu d'enseignement supérieur, mais plus large aussi. Là, fait que c'est sûr que c'est important de s'y pencher. Moi, je venais du milieu des centres jeunesse, donc je travaillais auprès des jeunes filles qui avaient vécu des agressions sexuelles qui étaient corroborées par les services, des agressions sexuelles sévères,
Puis, en fait, au début de ma carrière, il y avait quand même beaucoup de suspicions autour de l'agression sexuelle. Chaque fois que je présentais des prévalences, elles étaient remises en question, comment c'était mesuré, tout ça. Et puis, un jour, j'ai vu 3 étudiantes, tu sais, qui militaient, qui avaient vécu des violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur. On se rappelle qu'il y avait Mélanie Lemay, il y avait Ariane Italien, il y avait Kimberly Marin. Et puis, au début de ma carrière, je m'étais dit, bon, ben, c'est bien, l'agression sexuelle, ça intéressait personne. En fait, quand je me faisais questionner sur ma thèse, il y a longtemps, dans un party, la discussion se terminait très rapidement. Et quand je les ai vues, c'est ça, militer en public, être obligées de raconter ce qu'elles avaient vécu, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je m'intéresse à ce phénomène-là dans d'autres milieux, puis aussi que je sorte aussi de mon bureau. Donc, ça a été, pour moi, Simi, ça a été une expérience très significative dans mon parcours de chercheuse pour toutes sortes de raisons, mais dont celle-là, de dire, je ne laisserai pas des étudiantes seules dans cette histoire-là. Ben, on parle beaucoup de ICIMU, donc l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste? Je peux expliquer l'acronyme. L'enquête ICIMU, c'est l'enquête sur la sexualité, la sécurité, les interactions en milieu universitaire. La particularité de cette enquête qui a été amorcée au début de 2016, c'est-à-dire que c'est le moment où on a collecté les données, c'est que pour la première fois au Québec, il y avait une enquête de cette nature-là, et qui avait une particularité par rapport à l'international aussi, c'était qu'on n'interrogeait pas seulement les étudiantes et les étudiants, mais aussi les membres du personnel. Ça, c'est vraiment un trait caractéristique et qui a inspiré d'autres enquêtes par la suite, notamment en France. Donc, nous, on savait que, d'ailleurs, les étudiants et étudiantes avaient d'autres fonctions qu'être étudiants et étudiantes à l'université. Mais on savait aussi que les secrétaires, que les personnes chargées de cours pouvaient vivre de la violence sexuelle ou en exercer. Donc, c'était important de prendre le milieu universitaire comme un tout, qui n'était pas juste des situations qui impliquaient les étudiants et étudiantes dans leur vie étudiante, comme les initiations, les équipes sportives, tout ça, ailleurs, c'était vraiment bien documenté. On voulait documenter au Québec, donc. Puis, on a commencé, en fait, comme je suis celle qui a initié l'enquête, je peux dire que je suis allée chercher Manon Bergeron, parce que ça nous prenait une prof. Moi, j'étais pas prof, j'étais même inscrite au doctorat à ce moment-là, puis j'étais chargée de cours. Ça nous prenait une prof, toujours par rapport au cadre dans lequel on voulait mettre sur pied l'enquête, ça nous prend de la légitimité. Puis Manon, elle était une travailleuse dans les Calax. Elle avait un profil vraiment intéressant. Une nouvelle prof en sexo, et elle avait une bonne expérience en quantitatif. Puis elle est allée chercher Martine Hébert, qui est une figure éminente dans le domaine, notamment pour ce qui est des violences sexuelles contre les enfants. Et puis ensuite, on a travaillé avec les assos étudiantes, on a travaillé avec Service aux collectivités de l'UQAM, on a travaillé avec le regroupement des Calax. Donc, on avait des gros comités comme ça, et on s'est rapidement dit que ce serait une bonne idée d'étendre en dehors de l'UQAM, parce que certainement que c'était pas juste à l'UQAM. On voyait bien qu'il y avait des mobilisations étudiantes dans tous les autres campus, incluant un milieu anglophone, mais on n'a pas réussi à s'adjoindre les anglophones. On manquait notamment de moyens par rapport aux enjeux de traduction qui étaient impliqués, parce que je rappelle, on n'avait pas de sous. Fait qu'on a trouvé des collaboratrices dans 5 autres campus, et dont Geneviève Paquette. Oui, c'est ça. Alors, au moment où moi j'entends parler de cette enquête-là, je pense que ça est en préparation en 2015, avant de collecter les données à l'hiver 2016. Et à ce moment-là, j'accepte à l'Université de Sherbrooke pour les raisons que je vous ai mentionnées plus tôt. Là, je voyais les étudiantes dans l'espace médiatique nous raconter les violences qu'elles avaient subies en milieu d'enseignement supérieur. Alors, je me sentais interpellée. Il y a eu aussi Jacinthe Dion, qui était à l'époque à l'UQAC, Isabelle Daigneault à l'Université de Montréal, et on avait aussi des chercheuses à l'UQO. On a été plusieurs universités. Je voudrais peut-être enchérir là, ce que Sandrine disait au niveau des moyens.
j'ai rarement fait une étude dans des conditions aussi difficiles. Heureusement, j'étais à l'art, ce qu'on appelle des sabbatiques, là, donc j'étais déchargée, entre guillemets, d'enseignement pour cette année-là, parce qu'on a travaillé fort aussi dans les sites, là, les autres universités qui se sont jointes un peu plus tard dans l'étude, ben, du moins avant la collecte de données, pour assurer la collecte de données sans aucun moyen ou avec très, très peu de moyens. Et puis, on a mesuré donc la violence sexuelle en milieu universitaire, mais il faut le dire, tous les pourcentages qu'on a obtenus dans le cadre des CIMU, ce sont des victimes et des auteurs qui appartiennent au même établissement. Donc, on n'a pas mesuré la violence inter-établissement ou la violence extérieure à l'établissement. Par exemple, tu es dans un bar et tu subis une violence sexuelle, ou tu es au restaurant ou chez toi. Et cette personne-là n'appartient pas à la communauté étudiante dont tu fais partie ou la communauté du personnel dont tu fais partie. Donc, c'est un point encore plus important compte tenu des pourcentages qu'on a obtenus. 30% à vie, si on veut, depuis l'arrivée dans l'établissement, 25% au courant de la dernière année, et ça ne mesure que les violences à caractère sexuel qui ont été subies au sein même de la communauté d'appartenance de ton milieu universitaire. Il y a une dimension, cependant, qui est novatrice aussi, c'est ce qu'on veut dire par milieu universitaire. Donc, parce qu'à l'époque, ICIMU, c'était vraiment milieu universitaire. Par la suite, avec la création de la chaire, il y a eu l'enquête pièce qui a été faite par Manon Bergeron et d'autres, qui concernait les cégeps. Mais nous, dans notre conception, le milieu universitaire, c'était au-delà des murs de l'université. Donc, pour nous, c'est ce qui était novateur, parce que, typiquement, je disais qu'on interrogeait les étudiantes, puis on s'intéressait à la vie étudiante sur les campus, strictement. Or, nous, on a inclus à l'analyse les situations qui sont reliées à la vie universitaire, qui impliquent des protagonistes de la même université, mais qui peuvent se passer en dehors du campus. Par exemple, dans un colloque, un congrès, un lancement de livre, ces situations-là étaient sous le radar. Donc, nous, on avait des listes d'items assez détaillées pour aller repérer toutes les situations et les contextes, ou le plus possible, où se déroulaient ces VAX. Fait que ça, c'était un autre aspect novateur de ICIMU, c'était d'interroger les personnels, d'interroger aussi les étudiants et étudiantes de manière à regarder par cycle d'études, et puis, bon, tout un ensemble de variables sociodémographiques. On avait aussi comme préoccupation d'avoir un échantillon le plus large possible, avec donc pas de moyens pour faire un sondage probabiliste avec les coûts que ça engendre. Mais on a plus de 12 000 personnes sur 6 universités, donc, francophones, québécoises, ont participé à l'enquête. C'était une réponse incroyable. Donc, ça a fait en sorte que, bon, après, il y a un travail de nettoyage, entre guillemets, des questionnaires. C'était un questionnaire en ligne. Donc, les gens, c'était anonyme, c'était complètement confidentiel. Les données étaient stockées en sécurité. On a tout nettoyé de cette enquête-là. C'est un matériau extrêmement riche. 9284 questionnaires ont été retenus. C'est énorme comme échantillon. Et puis, ça a eu un écho incroyable. On a fait le lancement de notre rapport de recherche. Je sais pas, t'étais pas là? T'étais-tu là? Non, à l'UQAM. Vous ne m'aviez pas invité. Geneviève, il y avait 250 personnes. On n'a jamais vu un lancement de recherche avec autant de monde. Il y avait la ministre Hélène David qui était en poste à l'époque, ministre de l'Enseignement supérieur. Il y avait des députés comme Manon Massé qui a été une supporter. Il y a eu des témoignages d'étudiantes en direct lors de ce lancement. C'était mémorable. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je ne voudrais pas que ce soit un exercice de relations publiques que d'avoir fait des politiques et des lois pour éteindre ce feu-là qui couvait, là. Ouais. C'est très important. C'est ça l'histoire. Et je la rappelle parce que
quand il y a une problématique qui s'institutionnalise, qui sort des mouvements sociaux pour aller dans l'institution, où on en vient à entendre, à lire des choses comme la commission des études a recommandé l'inclusion d'un encart sur la violence sexuelle dans les plans de cours. Non, c'est pas la commission des études qui a eu cette initiative-là. C'est des gens, profs chargés de cours, qui se sont fait taper sur les doigts d'avoir inclus dans leur plan de cours, j'en fais partie, un encart sur les violences sexuelles. C'est ça la réalité. OK, c'est hyper intéressant. Fait que c'est ça, cette enquête, ça permet d'avoir une base de qu'est-ce qui se passe puis de pouvoir aller de l'avant. Oui, parce que quand on est allé, on était un petit groupe, là, on est allé voir les instances pour leur dire, il y a des problèmes par rapport à cette initiation, là, dont mon étudiante qui est rentrée dans ma classe, là, bon, là, je mobilise des collègues, tout ça, je dis, ça n'a pas d'allure, ce qui se passe dans ces initiations, c'était transphobe, c'était sexiste, c'était misogyne, c'était raciste. Bon, ça a fait un tintouin, mais là, nous, après, là, moi, j'ai commencé à faire, tu sais, une chercheuse, c'est ça que ça fait. Là, je dis, c'est quoi qui est écrit? C'est quoi qu'il y a eu comme recherche sur les initiations? Et là, je vois qu'il y a vraiment un manque dans la littérature, en particulier francophone. Tout est centré sur les États-Unis, puis leur dynamique particulière à eux autres de campus. Fait que, et rapidement, en discutant avec les assos étudiantes, les militantes, tout ça, on s'est dit, mais c'est bien plus large que seulement les initiations, en fait. Tu sais, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Ouais, c'est ça. Il faut évaluer qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'établissement. Et on nous a bien signifié que pour bouger, notamment pour demander une révision des politiques institutionnelles, pour demander l'information dans les plans de cours, pour demander qu'il y ait un CALAX. Nous, on voulait un CALAX à l'UQAM. Tu sais. Bon. Et il y a eu un projet pilote, mais ça n'a pas été la voie suivie finalement. Un autre dossier. Mais à ce moment-là, on nous a clairement signifié on ne peut pas bouger sans chiffres. Ouais. C'est ce qui fait le poids, les chiffres. Les enquêtes en matière de violences sexuelles statistiques ont des limites très importantes, mais elles sont indispensables. Elles nous donnent un portrait intéressant. Il faut en reconnaître les limites. Mais une chose est certaine, c'est que sans chiffres, sans statistiques, juste avec des témoignages et des recherches qualitatives, les instances gouvernementales et institutionnelles ne bougent pas. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire une enquête nationale avec un échantillon, cette fois-ci, représentatif de toute la population, des membres du personnel. Puis, une des choses peut-être sur SIMU que je dirais au final, c'est que aussi avec le peu de moyens que l'équipe avait, les résultats ont été collectés à l'hiver 2016 et au printemps étaient présentés lors de lancement, mais aussi à la phase. Okay, donc, ça a été extrêmement rapide. Ouais. On était un peu essoufflés, là, quand même. Un peu? Oui. Et avec toutes je viens juste de déposer ma thèse, hein, je le dis. C'est ça. Et avec toute l'exposition médiatique que ça a eu, puis aussi les remises en question aussi qu'il y a eu entourant cette étude-là, sa crédibilité, tout ça. Il y a eu quand même un peu de ça, hein, il faut bien le nommer. Puis peut-être pour expliquer justement pourquoi on a... parce que moi, je tiens beaucoup à rassurer là, les personnes qui nous écoutent. Là. On est passé de 12 000 questionnaires à 9 284 qu'on a retenus, mais on n'a pas éliminé ceux qui ne faisaient pas notre affaire. Ah mais non, donc, c'est vrai, je n'ai pas spécifié. Non, mais parce que c'est toujours le danger c'est vrai. Que les personnes pensent ça. Surtout en violence sexuelle, c'est toujours le danger, c'est que les personnes pensent qu'on a concocté des messages avec les données. Il y en a, c'était une recherche-action avec une perspective féministe. Ça, c'est annoncé. Donc, c'est clair qu'il y avait une perspective théorique là, qui nous aidait à interpréter les données. Mais le fait qu'on est passé de 12 000 à 9 284, c'est qu'à un moment donné, il faut que la personne ait répondu à une proportion importante du questionnaire. Il y a aussi, à un moment donné, on est capable de détecter des patrons de réponse qui font en sorte que la personne, elle a rempli ça de manière inattentive. Donc, c'est ce genre de données-là qu'on nettoie dans n'importe quelle enquête de ce type-là qui est en ligne pour avoir des données qui sont valides, en fait. Merci, Geneviève. Puis si on met maintenant peut-être une base, donc de mise en contexte de qu'est-ce que c'est exactement la violence à caractère sexuel, si vous avez des mécanismes, des termes très précis, on peut passer un peu brièvement là-dessus aussi pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde de qu'est-ce que c'est une violence à caractère sexuel quand on en parle. Oui, je vais peut-être le définir, mais c'est sûr que Sandrine pourra compléter avec sa vision plus macro.
et féministe. Mais donc, on a beaucoup travaillé avec SMU avec le continuum des violences sexuelles. Donc, il commence par ce qu'on appelle la violence ordinaire, qui est souvent très banalisée dans nos sociétés, que ce soit le harcèlement de rue ou de campus, le fait donc d'être sifflé, par exemple, donc des conduites qui relèvent pas de la criminalité, mais qu'on endure et qui se cumulent avec d'autres formes qui peuvent être des comportements sexuels non désirés, donc des invitations répétées à souper, qui peut aller jusqu'aux attouchements, jusqu'à la tentative de relations sexuelles non désirées ou la relation sexuelle non désirée, et qui vont culminer jusqu'aux conduites qui relèvent cette fois-ci de la coercition sexuelle, c'est-à-dire des promesses ou des punitions en regard d'attention sexuelle qu'on donne ou pas à une autre personne qui a le pouvoir donc de nous récompenser, entre guillemets, ou de nous punir sur le plan professionnel ou sur le plan des études, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette appellation violence à caractère sexuel, bon, on peut dire violence sexuelle aussi, et en distinguant, quand on parle de la violence sexuelle, c'est le phénomène, le fait social, le phénomène systémique. Et les violences, pour moi, c'est la distinction que je ferais, c'est que c'est dans les manifestations empiriques, dans la réalité. Donc, c'est parce qu'on voit souvent la violence, les violences. Bon. Et quand on dit à caractère sexuel, ça vient souligner le fait systémique. Ça vient souligner que là, ce sont des violences. C'est ça l'élément central qu'il faut retenir. C'est de la violence. Et à caractère sexuel, ça veut dire qu'il y a des violences qui font partie du même système, qui reproduisent le même ordre social, autrement dit, et qui ont d'autres caractères, qui vont se manifester autrement. C'est pour ça que c'est très intéressant de penser en continuum, comme l'a exposé Geneviève Paquette, sur le continuum des violences sexistes et sexuelles, par exemple, ou le continuum des violences patriarcales, selon d'autres vocabulaires, mais c'est important de comprendre aussi qu'on a tout intérêt à ne pas les considérer en silos, de manière compartimentée, ces violences-là. C'est-à-dire qu'il faut voir des liens entre la violence à caractère sexuel et d'autres formes de violence aussi. Puis là, on parlait, c'est ça, de l'enquête en 2016. Est-ce que vous voyez comme quelque chose qui évolue à travers le temps? Est-ce que ça se modifie? Est-ce que c'est toujours les mêmes patterns, au final, qu'on voit à travers le temps? Est-ce que vous voyez d'autres actions qui sont mis de l'avant aussi là-dedans? Bien, au départ, les résultats des SMU étaient assez choquants, bouleversants pour beaucoup de personnes. À l'époque, on voyait que parmi les personnes interrogées, il y en avait 30% qui rapportaient avoir vécu une des formes de violence sexuelle qu'on avait mesurées, donc soit du harcèlement sexuel, soit des comportements sexuels non désirés. Parmi 9000 personnes et quelques. Oui, et soit de la coercition sexuelle. Et dans la dernière année, on atteignait 25%. Donc, c'était important d'avoir les deux données parce que, on avait interrogé des membres du personnel qui forcément, peuvent avoir été en milieu universitaire plus longtemps que des personnes étudiantes. Mais on voyait bien que dans la dernière année aussi, on était à 25%. Il est clair que la forme la plus répandue était le harcèlement sexuel, mais pas que. Il y avait aussi les comportements sexuels non désirés, de la coercition sexuelle, pardon. Puis il y avait quand même plusieurs victimes, là, si je me souviens bien, qui avaient vécu deux formes. On était à 35%. Okay. Donc, qui avaient vécu, par exemple, harcèlement sexuel et comportement sexuel non désiré, ou encore comportement sexuel non désiré et coercition. Donc, c'était pas banal. Près de 50% des victimes présentaient des conséquences. Les conséquences qu'on avait mesurées touchaient, par exemple, les symptômes de troubles de stress post-traumatique, mais aussi les conséquences sur les études, sur le travail, etc. Donc, c'était un portrait qui était quand même assez, comme je l'ai dit, bouleversant et qui concernait les universités qui avaient, je dirais quand même, courageusement accepté de participer. Et certaines avaient carrément refusé de participer. Ou encore, quand on présentait les résultats, nous mentionnaient, je pense pas que ce soit le cas dans notre université. Ouais, ça, c'est quand même un gros problème parce que ça veut dire que l'université se ferme complètement les yeux sur qu'est-ce qui se passe dans son milieu, puis on n'a pas de données pour savoir exactement si ça va bien, si ça va pas bien, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller de l'avant.
Oui, c'est un Exactement. problème, c'est en lien avec les relations publiques, Ouais. hein. Je veux dire, c'est la crainte pour l'atteinte à la réputation. On est aussi dans un cadre d'université néolibérale. On est dans un contexte où, force est d'admettre, il y a des coupes de plus en plus importantes en éducation. Donc, on peut aussi comprendre jusqu'à un certain point que les administrations universitaires, ou des cégeps, soient préoccupées par des baisses éventuelles d'inscription que ça pourrait... Donc, c'est pour ça que j'insiste sur Mhm. le caractère systémique, mais aussi l'importance de regarder ça d'un point de vue macro. Et par ailleurs, la prévalence, même si on n'avait pas un échantillon qui était probabiliste au sens strict du terme, 9284 personnes dont la déclaration a été retenue, alors qu'il y avait plus de 12 000 personnes qui avaient répondu au sondage, c'est un échantillon massif quand même. Mhm. Donc, non seulement ce caractère massif-là, mais aussi le fait que les chiffres qu'on a obtenus ne sont pas des exceptions. On a d'autres enquêtes qui ont été faites aux États-Unis, qui ont été faites en France, qui ont été faites dans d'autres pays du monde, et c'est des proportions qui sont semblables. Le 1/3 de victimisation, il est assez fréquent, en fait, dans les établissements universitaires à travers le monde. Ouais. Fait que ça prouve qu'il y a vraiment un réel problème à l'intérieur des institutions et qu'il faut qu'on vienne le résoudre. Puis justement, tu sais, on parle de l'importance de la recherche. Ben ça nous permet d'avoir des données puis d'évaluer exactement qu'est-ce qui fonctionne fonctionne pas, puis de cibler aussi ben, les répercussions que ça a. Là. On parlait des enjeux même académiques, les répercussions que ça peut avoir, du décrochage scolaire, juste parce que la personne a subi comme un traumatisme aussi. Mais Fait que- on les a pas, ces données-là. Ouais. Mais c'est ça. Parce que nous, on a les gens qui sont encore à l'université. Mhm. Ouais. Mais qu'en est-il de toutes ces personnes qui ont été victimisées, de toutes ces femmes qui ont été, qui ont été précipitées dans quelque chose qu'elles n'avaient pas demandé, parce qu'on parle du harcèlement, et puis on rappelle à juste titre que c'est pas anodin, parce qu'il faut se préoccuper aussi de ce que les personnes ont vécu avant. Mhm. Et nous, dans les CIMU, on avait une question par rapport à ça qui concernait la victimisation dans l'enfance. Et quand on a vécu, ce qui est très fréquent, hein, de la violence sexuelle dans l'enfance, et qu'on arrive à l'université, et qu'on est dans notre cheminement de guérison, pour le dire comme ça, et que là, on subit du harcèlement sexuel qui a l'air, en apparence, qui est banalisé. Mais quand ton prof, il te demande d'aller prendre un verre après le cours, est-ce que tu es en position de dire non? Et qu'est-ce que ça provoque chez toi? Ouais. Tu as déjà été grave. dans des situations qui t'ont fragilisé. Mhm. Est-ce que tu vas te sentir tu sais, comme... Mais non seulement ça, mais c'est aussi, ça introduit vraiment des dimensions de sexualisation qui n'ont pas leur place en milieu d'études ou de travail. On n'est pas là pour ça, en fait. Non, c'est ça. On est là pour apprendre, pour pouvoir évoluer également. C'est pas normal qu'on soit confronté à ce genre de situation. Puis ça, c'est hyper problématique aussi. Tu dis qu'on n'a pas de données là-dessus parce que ben, c'est des personnes juste qui partent du système parce qu'elles veulent pas être confrontées à ce genre de situation. C'est pour ça qu'une enquête populationnelle qui s'intéresserait à cet enjeu-là serait pertinente. À savoir, quelles ont été les motivations pour arrêter vos études, par exemple? Pourquoi vous avez... on dit qu'au doctorat, par exemple, il y a, je sais pas, 1 personne sur 2, disons, dans certains secteurs qui arrête. Pourquoi? Ouais. On s'intéresse-tu à ça? Et quel rôle jouent les violences sexuelles ou le harcèlement sexuel, sachant que les personnes au cycle supérieur ont plus tendance à rapporter des VAX subis par les profs? Oui, aussi. C'est ça. Dans les CIMI, on était à 25% d'auteurs qui faisaient partie du personnel enseignant. Donc, qui étaient soit chargés de cours, soit professeurs. Surtout au 2e, 3e cycle. Oui, 60% des auteurs, sinon, étaient des personnes étudiantes. Mais c'est sûr qu'un autre enjeu, moi, je trouve un autre angle mort, c'est qu'on est très prudent, justement, autour des données sur les auteurs. Puis, les chercheuses qui travaillent plutôt en victimologie, on se fait beaucoup reprocher de mettre en place des actions qui ciblent les victimes potentielles, qui sont les femmes, les personnes des minorités sexuelles et de genre, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées. Mais en même temps, on n'a pas de données en milieu d'enseignement supérieur sur qui sont les auteurs, quelles sont leurs motivations.
Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas avoir des programmes, des efforts de prévention aussi de ce côté-là. Donc, il y a quelque chose aussi à rééquilibrer. Il faut continuer, évidemment, de s'intéresser majoritairement aux victimes. Mais si on veut mettre fin au phénomène, il faut aussi, à un moment donné, en arriver à avoir une vision claire de qui commet ces gestes-là, pour quel motif, puis qu'on puisse avoir une base de connaissances sur comment prévenir le phénomène à la source. La source, c'est pas la victime. Non. C'est l'auteur. C'est ça. C'est de comprendre un peu cette réalité-là, pourquoi ça se passe. Puis ça nous lance quand même pas mal sur le sujet principal. Oh oui, tu veux rajouter quelque chose? Là, je vais me porter en faux un petit peu par rapport à ma collègue et à son vocabulaire. Parce que le mot auteur, je veux le questionner, je veux l'interroger. Je sais qu'il est très fréquent dans les études, etc. Parce que c'est moins confrontant que de dire agresseur, par exemple. Mais pour moi, ça participe d'une forme d'euphémisation. Je suis certaine que ma collègue sera d'accord avec moi, qui est problématique parce que un auteur, dans l'esprit des gens, c'est quand même connoté positivement. C'est quelqu'un qui écrit des choses. Ouais. Or là, c'était quelqu'un qui agresse des personnes, qui s'approprie leur corps, leur sexualité, qui outrepasse des situations, qui commet des abus de pouvoir, etc. Pour moi, c'est pas un auteur, ok? C'est un agresseur ou c'est une personne qui commet des gestes de violence sexuelle. Ça, je pense que ça va être important et je souscris tout à fait à l'importance de nous préoccuper de ces gens-là pour les responsabiliser parce que une préoccupation centrale des étudiantes dont moi, j'ai étudié les réponses dans le cadre de ma thèse des données SIMU. Concernant la culture du viol, c'est bien cette dimension-là de blâmer des victimes et de déresponsabiliser les agresseurs. C'est quand même fou. Ça veut dire qu'on joue sur les mots aussi, puis qu'est-ce qu'on fait rendre positif, négatif, puis finalement, c'est la victime qui porte le poids de l'acte au final, puis ça, c'est complètement... irréaliste, là, parce que ça devrait être justement la personne qui a commis les actes qui prennent en charge cette responsabilité. C'est pas normal que ce soit la victime. C'est exactement ce qui se passe pourtant. Ouais. C'est vrai que le vocabulaire est important, mais parfois je le fais par respect pour les victimes, si je peux renchérir, parce qu'il y a des victimes qui ont été... un peu bouleversée de voir qu'on mettait, puis c'est tout à fait ça qu'on a fait, mais mettre sur le même pied des conduites qui relèvent, par exemple, du harcèlement sexuel, comme se faire siffler, avec une agression sexuelle, par exemple, avec contact, et avec aussi parfois violence. Et là, elles nous disent, là, c'est pas du tout la même chose. Elles ont probablement raison. Donc, mais on s'est beaucoup questionné sur comment appeler ces personnes qui commettent. Je pense que si on dit personnes qui commettent des violences à caractère sexuel, là, on est plus sur le bon X, je dirais. Ouais. Super. D'autant plus que les personnes responsables de la violence sexuelle, c'est une partie de l'iceberg. Et puis que, justement, si on regarde les choses de manière systémique, à qui on doit attribuer aussi la reproduction, la production et la reproduction, c'est-à-dire les conditions de possibilité. Mais il y a des institutions qui sont interpellées dans ça. Il y a l'État, il y a le système judiciaire. Ouais. C'est qu'est-ce qui favorise aussi ce genre de milieu? Qu'est-ce qui rend possible? Qu'est-ce qui fait en sorte que un individu sent que c'est OK de s'approprier le corps, la sexualité d'une tierce personne qui lui a rien demandé? Ouais, non, ça, c'est quand même la pointe de l'iceberg, justement. Oui. C'est quoi les conditions de possibilité? Ben, s'il y a une impunité, si on mise sur la stigmatisation des victimes et donc sur leur silence, qui fait en sorte qu'il y ait un silence? Qui fait de la trahison institutionnelle? Ouais. Puis c'est ça, c'est de regarder si ton institution, même s'il y a des places qui peuvent être propices à ce genre de situation, s'il y a des endroits qui peuvent permettre aux personnes de parler librement aussi. Je pense qu'il y a tout ce contexte-là qu'on ne sait pas exactement si ça fonctionne bien, si ça fonctionne pas bien, parce que on peut parler de reddition de comptes si les services sont fonctionnels, mais est-ce que le monde va juste faire appel à ce genre de services? On ne le sait pas non plus, là. En ce moment, c'est vraiment très, très problématique. Puis ça nous lance un peu sur l'enquête nationale des violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur qui devait avoir lieu.
ça c'est quelque chose qu'on en a parlé dans les épisodes d'avant, qui s'inscrivait vraiment dans le plan d'action du gouvernement pour évaluer l'ensemble des mesures qui étaient mises en place dans les établissements d'enseignement supérieur. Puis là, on s'est rendu compte l'année dernière que cette enquête était juste annulée. C'est quoi comme répercussion? Comment vous l'avez senti, vous, de votre côté, cette coupe? Ben d'abord, moi, je faisais partie du comité consultatif du ministère qui avait commandé cette étude-là à l'Institut de la statistique du Québec. C'est sûr que c'était vraiment une étude qui allait être très importante parce que là, on avait un échantillon représentatif de tous les milieux d'enseignement supérieur au Québec, donc les cégeps, les universités. On avait beaucoup discuté, donc, parfois d'aller peut-être surreprésenter certaines populations plus visées par les violences à caractère sexuel. On avait développé le questionnaire, il allait être testé. Ça avait été tout un travail quand même important. On était 3 chercheuses impliquées dans le comité. Donc, il y avait moi, il y avait Manon Bergeron, évidemment, qui est titulaire de la chaire, et il y avait Maria Blackburn, qui est très impliquée au niveau de la violence à caractère sexuel, notamment dans les milieux collégiaux. Et puis, en plein milieu de l'été, en plein mois de juillet, en fait. Comme par hasard. Oui, comme par personne hasard. n'en parle, le fait que... Et donc, l'étude a été stoppée, on l'a appris. C'était, je pense, le début des coupes, au moment où on disait qu'il n'y avait pas de coupe. Mais bon, c'était le début des coupes. C'est sûr que pour nous, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que je peux parler pour nous, c'est très décourageant parce que c'est ce que ça nous prend comme outil, ce genre d'enquête-là, puis qu'elle soit répétée dans le temps. Comment peut-on mettre... Parce qu'il y a quand même eu de l'argent, des postes qui ont été ouverts dans les cégeps, dans les universités, pour créer ces services-là d'accueil des victimes, de prévention. Il y a eu des formations aussi qui ont été données au personnel, aux personnes étudiantes. Il y a eu énormément d'efforts dans tous les milieux. Et puis là, on ne s'intéresse pas aux résultats comme gouvernement. Je trouve ça très questionnant. Il y a d'autres pays dans le monde où c'est statutaire, ce genre d'enquête-là, parce qu'on veut suivre le phénomène. Mais quand on ne veut pas être mis au courant de est-ce que la situation s'est améliorée ou s'est détériorée, ben, je pense que c'est le genre de choses qu'on fait. On met fin à des études, des enquêtes très importantes qui devraient nous aider à voir où placer les ressources à intervalles réguliers. Pour suivre un phénomène de manière scientifique, il n'y a pas d'autre moyen, là. Oui, puis c'est quand même assez impressionnant parce que ça veut dire que c'est ça, le comité était créé, le processus était en cours, puis c'est juste d'un coup, ils ont dit non, on abandonne tout ce qui a été fait, puis juste on se ferme les yeux sur la situation actuelle. Oui, parce que mettre de l'argent, parce que souvent les gouvernements, ce qu'ils font, ils nous disent, ben on a mis tant d'argent et ceci devient un résultat. Mais non, tu peux mettre de l'argent beaucoup dans quelque chose et que ça ne donne rien. Mais semble-t-il que ça n'intéresse pas tant certaines des personnes dans ces gouvernements-là, parce que tu as beau mettre de l'argent, à un moment donné, il faut que tu vois si tu l'as bien alloué, cet argent-là, si tu dois l'orienter, la préserver, évidemment, s'il y a encore des besoins, mais aussi l'orienter vers les besoins qui ressortent de ces enquêtes-là. Mais ça voudrait dire que le gouvernement en place a des préoccupations d'ordre scientifique et d'ordre social et politique. Or, ce qu'ils font, ces gens-là au gouvernement, c'est de la relation publique. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme des lois, on transforme des politiques institutionnelles, on transforme des plans d'action, parce que je rappelle quand même qu'il y a un plan d'action. Hein, il s'est engagé à faire une enquête, le gouvernement québécois. Et donc, on transforme loi, politique, plan d'action en instrument de relations publiques, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grogne, il y a des mobilisations, il y a des enquêtes qui mettent au jour les enjeux de violence sexuelle en milieu d'enseignement supérieur. Et pour éteindre le feu, on dit « OK, on va vous faire une loi » qui nous a bien occupés pendant des mois, hein, on va se le dire. Là. Ils ne nous l'ont pas donné quand même sur un plateau d'argent. OK, on va faire des politiques institutionnelles, bon, etc. Est-ce que tout ça, c'est pour endormir la population? Est-ce que c'est pour calmer les mouvements sociaux? Si tu coupes l'enquête qui est destinée à mesurer les impacts des actions qui ont été mises en place... C'est vraiment incompréhensible, parce que là, ça veut dire, c'est juste, c'est ça, c'est on met de l'argent, puis au final, qu'est-ce qui en sort?
on ne sait pas. C'est très problématique, d'autant plus que le Québec a les moyens de financer l'enquête. L'IRIS euh, en a fait la démonstration. Plutôt que de couper dans les dépenses pour réduire un déficit, évidemment, le gouvernement gagnerait à imposer, par exemple, le patrimoine des plus riches. Bon, je ne vais pas m'embarquer dans cet argument-là. Il est assez limpide. Telle qu'elle était prévue, l'enquête, elle aurait permis de répondre à beaucoup de questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse. 10 ans après l'enquête SIMU, c'est important de voir si, en 2019, il y a des politiques institutionnelles qui ont été mises en place. C'est important de voir si elles portent fruit. Qu'est-ce qui se passe du côté des bureaux d'intervention dans les universités? Tu sais, les acteurs et les actrices sur le terrain, là, on a besoin de les entendre aussi. Ce serait intéressant de savoir ce qui se passe du côté de ces bureaux-là. Moi, je les interviewerai de façon anonyme. OK? J'aimerais ça savoir ce qui se passe. Moi, ce que j'ai entendu là, des bruits de corridors, etc., par exemple, c'est que la loi de 22.1 obligeait les institutions à réviser leur politique institutionnelle qui a été mise en place en 2019, 5 ans plus tard. Ça, c'était l'année dernière. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça s'est fait de manière broche à foin, parfois. Ça s'est fait rapidement pour obtempérer par rapport à une demande de l'État. Alors, l'État, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fait? Elle est où la reddition de comptes par rapport à ça? Qu'est-ce qui ressort de ce travail de révision des politiques? Moi, je trouve que ce serait intéressant de se le demander. Oui, c'est quand même assez aberrant. Ça veut dire c'est juste, on dirait que le monde coche une case de comme, OK, ça, c'est fait, mais concrètement, est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que le processus a bien été accompli? Est-ce que le monde est satisfait? On le sait pas. Qu'en est-il de la prévalence des violences? C'est ça. C'est ça, puis il y a sûrement d'autres enjeux qui sont sortis aussi. Il y a des nouvelles formes, par exemple, de violences sexuelles qu'il y a 10 ans, on ne mesurait pas ou on s'intéressait moins. Toutes les agressions sexuelles qu'on appelle par l'image, qui actuellement dans la communauté scientifique ont beaucoup d'attention. Ce sont des nouveaux phénomènes qui sont apparus avec tout le volet électronique, si on veut. Les cours sur Zoom. Oui, effectivement. J'ai une collègue qui a eu une attaque à caractère sexuel là, pendant la pandémie via Zoom. OK, ouais, fait que ça, c'est vraiment juste pas du tout documenté. Au final, c'est juste des petits phénomènes par-ci par-là qui se développent de plus en plus. Le retrait du condom sans consentement. Bon, il y a des nouvelles formes de violence à caractère sexuel. Une des choses qui serait vraiment importante à aller mieux documenter grâce à une enquête nationale, c'est les raisons de dénonciation, non-dénonciation, puisque dans SIMU, on voyait qu'il y avait 90% des victimes qui n'avaient pas signalé même la situation à leur milieu d'enseignement supérieur. Là, c'était des universités à ce moment-là. Ce serait vraiment intéressant de répertorier ces raisons-là. Et grâce à SIMU, on a pu, un groupe de chercheuses, exploiter ces données-là pour vraiment aller concevoir des inventaires de dénonciation, signalement ou de non-dénonciation, non-signalement aux établissements d'enseignement supérieur. Et donc, si ces instruments-là étaient placés dans une enquête nationale, les milieux d'enseignement supérieur auraient des leviers, là, auraient des connaissances précises sur qu'est-ce qui était amélioré dans les établissements. Donc, en lien avec ce que Sandrine Ritchie nous disait plus tôt, que on peut être centré sur une question de relations publiques, certes, comme établissement, mais on peut aussi faire confiance à des études, des grandes enquêtes pour nous donner des outils concrets qui peuvent améliorer la vie, le vivre ensemble dans des milieux d'enseignement supérieur. Ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est comment le phénomène a évolué sur le plan de la prévalence, effectivement. Avec un échantillon représentatif, là, on aurait vraiment de la prévalence au sens épidémiologique du terme. Puis, on sait que là, la génération actuelle a vécu des choses différentes de celles qui étaient en place en 2016, notamment sur le plan de l'éducation de la sexualité qui a été remise en place au primaire, au secondaire. Notamment, il y a eu la COVID aussi, qui a amené quand même son lot là, d'enjeux sur le plan social. Donc, on peut penser que le phénomène a évolué un peu différemment parce qu'on est en face d'une nouvelle génération de population étudiante,
mais aussi de membres du personnel qui n'ont pas vécu la même chose sur le plan de l'éducation, de la sexualité, et notamment au consentement, parce qu'il faut bien le dire, il y a eu quand même plus d'éducation au consentement ces dernières années qu'il y en avait eu, en tout cas, à mon avis, les années passées. Là. Oui, on est, en tant que membre de la communauté étudiante ou du personnel, on est obligé de subir. Pas le bon de terme. suivre des formations. Hey, j'ai été consultante, je ne suis pas en train de cracher sur le travail. Là. Je remets en question le fait que ces formations qui sont supposées d'être obligatoires. Bon, ceci dit, est-ce que les institutions s'organisent pour vérifier et comment que les personnes font vraiment la formation? Moi, j'ai déjà testé la machine. Il n'y a personne qui est venu m'appeler chez moi pour me dire que je n'ai pas fait la formation. Mm-hmm. OK? Je suis obligée de le dire comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a combien de personnes passent entre les mailles du filet comme je l'ai fait? Ouais. Et je l'ai testé dans 2 universités différentes. Bon. Alors, ceci étant dit, on a des formations. Dans SIMU, on avait émis une série de recommandations. C'était une recherche-action. Donc, on n'était pas seulement en train de donner des statistiques, et qui sont importantes, mais qui ne sont pas suffisantes. On avait fait des recommandations. Parmi celles-ci, il y avait une recommandation de ne pas faire, de ne pas envisager la formation de manière indifférenciée parmi les groupes sociaux qui sont dans l'université. C'est-à-dire qu'on recommandait des formations qui soient ciblées pour les étudiants, pour les étudiantes, éventuellement pour les personnes non-binaires, pour les professeurs, pour les cadres, pour le personnel dans les différentes catégories d'emploi, etc. Autrement dit, est-ce qu'on peut penser que la violence sexuelle s'explique et se conscientise de la même manière quand on fait partie d'un groupe dominant ou quand on fait partie d'un groupe à risque ou ciblé? Non. Donc là, on est dans une formation que tout le monde, je parlais de one size fits all, c'est pas l'approche qu'il faut. Et en plus, il y a des enquêtes, des recherches qui ont été menées et qui soulignent à quel point ce qui fonctionne, c'est des formations pas en vidéo et qui sont des formations aussi répétées. Mm-hmm. Il faut être continuellement exposé pour que ça fonctionne. Et ce qu'on voit aussi, c'est une forme de résistance. Les gens sont tannés. Donc, il faut vraiment s'intéresser à tout ça. Tu sais, il y a des gens qui ont travaillé vraiment fort dans plein de secteurs concernés pour qu'il y ait ces formations-là. Il faut mesurer leur efficacité. Oui, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est ça, si c'est des vidéos, ça veut dire que tu peux juste laisser la vidéo tourner puis aller faire autre chose. T'as pas du tout de forme de reddition de si t'as bien compris. C'est ça, c'est très passif. Puis les vidéos, comme tu le mentionnes, sont pas forcément adaptées à chaque réalité, à chaque poste. Fait qu'il faut vraiment que ce soit adapté. Puis là, le fait qu'on n'ait plus d'enquête nationale, ça veut dire qu'on n'a plus de données. Fait que c'est finalement un frein à la recherche. Est-ce que vous voyez, vous, des opportunités de votre côté pour pallier à ce manquement? Qu'est-ce qui pourrait être possible de faire maintenant? Ben, une des choses qu'on avait envisagées, évidemment, c'est de tenter d'aller chercher du financement là, dans un des grands organismes subventionnaires. Mais bon, c'est quand même beaucoup de travail, là, faire tout ça. Déposer la demande. Les taux de succès dans les grands organismes subventionnaires sont très faibles. Mais bon, il faudra voir si on décide de faire ça. Mais vous comprenez que là, comment je pourrais le dire? De façon plus diplomate que Sandrine Ricci. Oui, exactement! C'est exactement ce que j'avais en tête. Tu sais, je vais me retrouver comme chercheuse. Maintenant, je parle juste de moi. Je vais me retrouver à faire la job du gouvernement. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on vraiment fait. C'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement du gouvernement parce que là, ça veut dire que c'est juste des personnes qui doivent se porter garante du projet. Fait que c'est complètement déraisonnable. C'est un désintérêt complet du gouvernement. Mais après, l'enjeu, c'est qu'après, ils cooptent. Parce que j'arrête pas, je l'ai rappelé sur plusieurs tribunes. Moi, quand j'ai voulu partir, ce qui est devenu l'enquête SIMU, là, je suis allée d'abord voir l'administration de l'université. Le vice-recteur, à l'époque, à la recherche, m'a montré, à la vie académique, pardon,
m'a montré ses poches vides. Ouais. Alors, personnellement, j'ai travaillé 2 ans bénévolement là-dessus, moi. OK, ouais. OK, comme étudiante et chargée de cours. Donc, après, d'entendre que toutes les initiatives qui ont découlé de cette enquête-là, de les voir appropriées par l'université ou par le gouvernement, c'est quand même... ça choque. Ouais. Donc là, il faut vraiment jamais perdre de vue les intérêts qui sont en jeu. OK? Il y a des gens qui veulent se faire réélire, il y a des gens qui veulent tirer leur épingle du jeu dans un marché de l'université néolibérale, etc. OK? Donc, le sens critique, pour moi, c'est super important pour prévenir la violence à caractère sexuel et pour comprendre les enjeux. Une question qui me préoccupe aussi et sur laquelle... parce que nous, on en fait à la chaire, là, il y en a plein des projets. Il y a des étudiantes qui font leur mémoire de maîtrise, des thèses de doctorat. Ça bouillonne. C'est un domaine d'études. À un moment donné, il faut reconnaître ça. Mais il faut se dire aussi pourquoi est-ce que ça a eu autant d'écho. Pourquoi il y a autant de... Tu sais, on coupe, mais on a donné des moyens quand même. Et puis, on a encore des moyens. Pourquoi ça nous préoccupe? Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des secteurs où il y a des violences sexuelles et puis qu'on n'en parle jamais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans les usines? Qu'est-ce qui se passe dans la réalité des femmes de ménage? Il faut garder ça en perspective. C'est pas le seul espace où il y a des violences sexuelles, évidemment. Et puis, par rapport à un sujet qui m'intéresse personnellement, et que je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient travailler là-dessus, parce que moi, je suis très bonne pour donner des idées aux autres. Puis c'est faire ça, des suggestions. C'est vrai. C'est ça. Si en plus, il y a des personnes qui vont dans la recherche spécifiquement pour ces domaines-là, qu'il y a la volonté, il y a la mobilisation, il faut l'utiliser. Exact. Ouais. Donc, moi, j'ai beaucoup espoir chez les étudiants et étudiantes qui vont faire des projets de recherche. Souvent, on cherche des idées, tout ça. Donc, bon, moi, j'ai été mandatée à une occasion par un bureau là, de prévention, d'intervention dans un établissement d'enseignement supérieur à titre de consultante, personne ressource, et j'ai eu à lire un rapport d'enquête. OK. Voilà où je vous emmène. Brièvement, si je peux me permettre, une avocate a été chargée par l'université de faire une enquête dans le cadre d'une plainte qui a été déposée par une personne étudiante contre une personne enseignante. Okay. Pour des propos qui ont été tenus, qui étaient jugés humiliants et qui étaient à caractère sexiste et sexuel. Donc moi, j'ai lu ce rapport, on m'a demandé de me prononcer, et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a besoin de s'intéresser à ces personnes-là qui sont chargées, qui sont souvent des avocats, avocates, qui sont chargés par les universités de faire les enquêtes. Quand, au terme d'un processus fastidieux, des étudiantes, des membres du personnel qui ont été victimisés portent plainte, il faut que ça soit efficace quand elles le font et il faut absolument éviter de les re-victimiser par un rapport d'enquête tel que celui que j'ai lu, dont j'ai conclu que je ne pouvais absolument pas le cautionner. Évidemment, vous comprenez que tout ça, c'est confidentiel, donc je ne peux pas donner plus de détails, mais j'avais repéré quand même 2 enjeux majeurs. Premier enjeu, c'était qu'il y avait une dépolitisation totale du phénomène qui a amené la personne à porter plainte. Il y avait un manque de connaissance des réalités des VAX, des situations d'oppression liées au genre et à la sexualité. Il y avait des angles morts, il y avait des biais à l'endroit des enjeux LGBTQ+, et il y avait une orientation générale vers minimisation de la crédibilité de la victime et du caractère problématique des propos tenus par le prof. OK, ouais. Qui fait ces enquêtes quand il y a une enquête qui a lieu dans des cas infimes? C'est quand même quelque chose à quoi il faudrait s'intéresser. C'est quoi la formation de ces gens-là? Puis, vraiment, ça me préoccupe. Ouais, non, parce que si on demande... Excuse-moi, si on n'arrête pas de dire « portez donc plainte »,
Si vous portez pas plainte, vous n'êtes pas crédible, etc., etc. Vous nuisez même aux statistiques parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a une responsabilisation des personnes victimes qui est incroyable, une injonction à la dénonciation qui est permanente. Mais quand elles le font, comment ça se passe? Fait que là, on parle beaucoup du système judiciaire à raison, mais qu'est-ce qui se passe dans les universités? Sur le plan administratif, puis la question des coûts-bénéfices est très importante pour les victimes. Dans Insimi, on avait quand même des témoignages qui allaient dans ce sens-là, puis on a même publié un article qui montre bien que les victimes font ce genre de calcul-là. Il me reste combien de temps à l'université? Ça vaut-tu la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Puis, malheureusement, actuellement, on a plutôt des témoignages, c'est pas systématique les données qu'on a sur cette question-là. Il faudrait que ce le soit, justement, parce que ce qu'on reçoit comme témoignage, c'est que parfois les coûts sont vraiment disproportionnés par rapport aux bénéfices dans la situation actuelle de la personne étudiante qui doit se maintenir aux études, qui doit aussi vivre, tu sais, donc, et assurer quand même un certain bien-être pour poursuivre ses projets personnels. Donc, cette question-là est très, très importante et sur le plan des enquêtes nationales, elle devrait faire l'objet, là, évidemment, d'une attention très particulière. On en a fait une enquête. Moi-même, j'ai conduit certains entretiens avec des étudiantes, des membres du personnel enseignant qui ont porté plainte pour qu'elles nous racontent comment ça s'était passé pour elles. Des fois, c'est surréaliste, parfois, le parcours de combattante que c'est. Donc, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut se calmer sur l'injonction à dénoncer. Il faut prendre au sérieux le phénomène qu'il y a seulement 10% de personnes qui le font, mais il faut s'intéresser aussi aux conditions dans lesquelles elles le font. Ouais, c'est ça, c'est regarder si le processus est vraiment adéquat, parce que si au final, tu sais, c'est un processus qui est lourd, qui est long, tu sais, ça replonge la personne tout le temps dans sa violence au final, parce qu'elle doit se remémorer qu'est-ce qui s'est passé, etc. Est-ce qu'il y a le bon accompagnement, tu sais, c'est plein d'aspects qu'on n'a aucune idée si c'est vraiment efficace. Puis, tu sais, nous, on a quelques petites données par-ci par-là. Tu sais, il y a la peur aussi des représailles, mais ça, c'est censé être déjà couvert, mais on se rend compte que finalement, c'est quand même ça aussi. Les personnes ont peur des impacts que ça va avoir à dénoncer. Fait que c'est plein d'aspects comme ça qu'une enquête nationale viendrait vraiment éclairer, puis on pourrait aller de l'avant. Là. Tout à fait. Oui. Vous avez raison de continuer, de ne pas lâcher le morceau, j'ai envie de dire. Et moi, je précise que je suis juge, mais je ne suis pas partie. C'est-à-dire que je n'étais pas impliquée dans la création de cette enquête au ministère, contrairement à ma collègue. Donc, je me sens tout à fait légitime de soutenir vos revendications. Il faut qu'il y ait cette enquête. Non seulement cette coupe, elle contrevient au plan d'action, s'est engagé à faire cette enquête-là, plan d'action actuellement en vigueur du gouvernement, mais ça contrevient aussi à l'obligation qu'ont les campus d'assurer l'intégrité, le respect, la dignité dans les espaces sous son contrôle. Fait, je veux dire, si, tu peux pas continuer à... C'est comme des coups d'épée dans l'eau, là. Faire des programmes d'intervention, c'est le B à bas, c'est démontrer, dire la titulaire de la chaire, Manon Bergeron, elle est spécialisée dans l'évaluation des programmes. On le sait, tu ne peux pas faire une action sans en évaluer l'impact avant de recommencer la même action. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'il faut qu'il se passe dans le temps. C'est à un moment donné, OK, où est-ce qu'on en est? C'est quoi encore les zones d'ombre? OK, ben on rectifie le tir, on va mettre des actions en place. OK, on réévalue la situation. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que ça a bien fonctionné, pas fonctionné? Puis là, actuellement, comme il n'y a pas d'enquête, ben on est dans le flou. On ne sait pas où on s'en va. Fait que c'est vraiment un appel qu'on donne du gouvernement. Il faut que l'enquête se remette en place. Là, on a eu un remaniement. On a une nouvelle ministre à l'enseignement supérieur qui était aussi porteuse de la condition féminine avant. Fait que est-ce que ça va avoir plus d'impact aussi de son côté? Nous, c'est quelque chose qu'on remet de l'avant encore et encore parce qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui
qui se passe, ses volontés politiques en ce moment. Il faut qu'il y ait de l'argent. Le monde de la recherche est prêt à aller de l'avant aussi. On le mentionnait, l'enquête était déjà comme en processus, puis ça s'est stoppé d'un coup. C'est vraiment pas normal. Il faut aller de l'avant là-dessus. Oui, mais moi, je vais prendre quand même une responsabilité dans ça. J'ai l'impression qu'on aurait dû, en fait, au moment où on a fait des représentations au gouvernement pour la loi 22.1, marteler qu'il fallait que ce soit enchâssé dans la loi, qu'aux 5 ans, par exemple, il y ait une enquête nationale. Oui, on a axé sur les politiques institutionnelles. Ouais, on l'a échappé. Moi, en tout cas, quand je revois ça, là, de participer à votre balado, c'est ce que ça me faisait réfléchir que on l'a échappé. On aurait dû vraiment, comme chercheuse, surtout, exiger que ce soit prévu, à la loi. Et dans la loi, et non pas dans les politiques, et non pas comme un vœu pieux. Pourtant, on a vraiment travaillé là-dessus pour assurer la pérennité aussi de ce qu'on faisait, c'est-à-dire au-delà des gouvernements. Mais tu te rappelles, on était allé à l'Assemblée pas départementale, mais... Nationale. Nationale, oui. Et on avait suggéré la création de postes indépendants. Oui, comme des ombudsman, mais des chargés de mission sur l'égalité, la diversité, tout ça, qui seraient un peu comme les instances indépendantes du gouvernement et des universités pour veiller au grain, en quelque sorte. Là, ça vient peut-être se dire, il y a besoin d'avoir une instance comme celle-là pour que ce ne soit pas les assos étudiantes dans leurs maigres ressources qui doivent aller au BAT, je vais le dire comme ça. Et puis, par ailleurs, ça s'inscrit, c'est pas c'est quoi l'état du financement concernant les universités, les cégeps, l'éducation? Ça, c'est complètement cohérent qu'on coupe une enquête quand on est en train de sabrer dans le filet social, dans les budgets des universités, des cégeps et des écoles, où on respire à peine. Et c'est cohérent aussi qu'on coupe dans une enquête qui concerne les questions de genre, et d'égalité entre les femmes et les hommes, pour le dire dans le vocabulaire gouvernemental, au regard de ce qui se passe, il y a des calax qui sont menacés à Longueuil. Il y a un calax qui est en survie financière. Il y a des programmes, il y a des organismes qui ont vu des programmes être supprimés. Il y a des fermetures qui continuent au niveau de certains organismes. Les maisons d'hébergement qui sont toujours au front pour demander qu'on arrête la saignée. Ouais, c'est pas normal au final que ce soit justement les groupes oppressés, les plus vulnérables, qui soient toujours obligés de se battre pour avoir... ça, c'est quand même... C'est ce qu'on voit depuis... Historiquement, c'est comme ça. Hein? Je veux dire, les dominants vont moins à l'attaque pour défendre les dominés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gouvernement qui doit être... imputable de toutes ces coupes-là dans la perpétration des violences sexuelles, entre autres. Oui, surtout quand ils s'engagent de base avec un plan d'action à aller de l'avant, puis qu'au final, ils reculent. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour dire, non, c'est pas normal de reculer, il faut aller de l'avant, il faut avoir des réels engagements, puis comme un échéancier pour s'assurer que ça se suive. Puis effectivement, l'inscription dans la loi, ça peut être quelque chose quand même d'intéressant à aller chercher, parce que c'est sûr qu'en ce moment, on nous rappelle, il y a plein de petites données par-ci par-là, mais on n'a pas de vision globale sur ce qui se passe. Fait que ça a des limitations aussi. Je sais pas si vous voulez nous en parler un peu plus de la limite qu'on a actuellement avec juste avoir des petites données par-ci par-là, puis pas d'échantillon global de la situation. On en a nommé plusieurs, mais bon, donc on méconnaît la prévalence du phénomène. Idéalement, c'est pas juste une enquête qu'on aurait à avoir, c'est vraiment un rythme de croisière avec un tronc commun de mesures qui est toujours présent dans chacune de ces enquêtes-là, mais aussi une partie du questionnaire, par exemple, qui s'adapte aussi à l'évolution qu'on voit dans les milieux d'enseignement supérieur. Moi, je pense que c'est ça, les angles morts, il y en a plusieurs. Bon, on les a nommés, prévalence, qui sont les auteurs, les contextes plus finement, quelles sont les raisons de dénonciation, non-dénonciation, quelles sont les conséquences, quels sont les parcours des personnes qui signalent, qui dénoncent, voire qui portent plainte. Les témoins. Les témoins aussi. On a besoin de savoir s'il y a des approches de prévention qui sont axées sur les témoins dits actifs. Donc, on a besoin de savoir, est-ce que ça fonctionne? Il faut entendre les personnes qui sont les confidentes
qui sont témoins des situations, hein, on le dit toujours, c'est des secrets de polichinelle qui sont mis au jour, là. Les agissements de profs, d'étudiants notoirement inappropriés, on en entend tout le temps parler, là. Donc, quand on est témoin, on a des choses à dire qui nous impliquent peut-être moins que si on est victime. Bon, on a décidé ça. L'enquête, il y avait si je ne m'abuse, il y avait une section qui concernait les personnes témoins. Oui, et même leurs réactions. On espère que ça se soit amélioré, les réactions face au dévoilement. Toutes les questions de croyances préjudiciables envers les victimes. Puis là, évidemment, Sandrine Ritchie pourra renchérir, voire se porter en faux, si elle le souhaite. Mais je fais jamais ça. Mais je pense que c'est important aussi de les mesurer. Puis peut-être que là, avec le niveau d'éducation qui est peut-être remonté un peu quand même depuis MeToo, et ce qui s'est fait aussi dans le milieu d'enseignement supérieur, je pense que les instruments qu'on avait pour mesurer ça, qui datent des années 70, 80, doivent être aussi révisés de manière plus contemporaine. Parce que je vous donne un exemple d'item, là, mais par exemple, qu'une femme porte des vêtements sexy, c'est un appel qu'elle veut des relations sexuelles. Je me demande si actuellement dans les populations étudiantes, ça c'est vraiment encore une croyance qui perdure. Peut-être que oui, mais peut-être qu'il y en a des nouvelles qui ont émergé aussi. Il y a tout un groupe de chercheuses, notamment américaines, canadiennes aussi, qui se posent cette question-là. Est-ce que ces instruments-là, maintenant, mesurent bien le phénomène qu'elles tentent de mesurer? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles croyances qui ont émergé suite à un certain niveau d'éducation, mais qui sont encore prévalentes? Puis on l'a vu, par exemple, dans l'affaire qui concernait Catherine Fournier, que dans l'espace public, on ne se gêne pas pour galvauder certaines croyances préjudiciables envers les victimes. Puis j'en ai entendu plusieurs là, dans cet événement-là et dans d'autres événements aussi qui touchaient de la violence sexuelle envers les femmes. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que c'est ça, de notre côté également, on a réussi à avoir quelques petites données à travers un sondage, puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment juste une méconnaissance de c'est quoi une violence à caractère sexuel. On dirait que c'est ça, le monde ne savent plus exactement à quoi associer quoi, ce qui fait qu'au final, oui, il y a beau avoir des formations, mais est-ce qu'elles sont bien efficaces? On le sait pas. Puis c'est pour ça qu'il faudrait aller plus en profondeur, évaluer dans le milieu de l'enseignement supérieur. C'est quoi que la population en pense? C'est quoi, est-ce qu'il y a vraiment une confiance dans le système des mesures qui sont mises en place? Parce que nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi des fois un manque de confiance à aller dénoncer une violence à caractère sexuel. Fait que c'est tout cet aspect-là qu'on passe à côté sans enquête en ce moment. Fait que c'est sûr que nous, on va continuer dans notre présentation, on va remettre de l'avant cette enquête-là. Fait que c'est sûr que plus on est plusieurs également à faire passer le message au gouvernement, plus on peut espérer voir le retour de cette enquête parce que c'est vraiment vers ça qu'on doit tendre en ce moment. Parce que sinon, c'est encore une fois juste le gouvernement se ferme les yeux sur la situation puis on ne sait pas ce qui se passe. Il faut de la recherche, mais il faut de la recherche qui parle avec le monde, avec les organisations sur le terrain, avec les sujets sociaux concernés. Donc, c'est le cas dans nos enquêtes. Nous, dans nos recherches, on travaille en partenariat avec vous, l'UEC, avec d'autres partenaires terrain, pour savoir si pour être sûr qu'on est vraiment cohérente avec les besoins et les réalités du terrain. Le gouvernement doit faire pareil. Merci beaucoup de votre présence, Geneviève, Sandrine. Ce fut un plaisir de vous accueillir sur ce balado. Puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à collaborer ensemble sur de prochains projets. Oui, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci de l'invitation. Merci d'avoir été à l'écoute de ce dernier épisode sur les violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur. Je vous invite également à aller écouter nos 2 autres épisodes sur la thématique. Ce sujet peut être sensible. Si vous avez vécu, vivez ou êtes témoin d'une situation de violence à caractère sexuel, il est important de demander de l'aide. Vous pouvez vous rendre sur le site internet info-aide-violence-sexuelle.ca ou encore sur la plateforme onsecoute.com. On vous encourage également à aller voir les ressources qui existent sur votre campus. Plus d'informations seront dans la description de la vidéo. Je vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes de balado-diffusion et à nous dire ce que vous avez pensé des épisodes. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle thématique. Bonjour Geneviève, bonjour Lucie.
Je vais y arriver. Sidonie, ouais. Sidonie. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti. C'est pas grave, on va recommencer. Siri, peut-être. Hein? Oui. Pourquoi je bug sur cette phrase? On l'a?